On fait des cures et puis on a d'autres maladies. C'est tout simplement qu'on a encrassé d'autres parties du corps. Et surtout pas le citron dans un verre et alors glacé, n'en parlons même pas. Là, vous éclatez l'émail des dents à grande vitesse. Hein. Ça nettoie le sang de façon extraordinaire. Et ça vous permet de purger régulièrement les calculs rénaux, les calculs biliaires, parce qu'on en a tous, sans le savoir. Tu penses avoir fini ta détox, mais ton corps, lui, est encore en train de se battre. Et c'est justement à ce moment-là que la plupart des gens font l'erreur fatale. Ils stoppent le processus alors que les déchets n'ont pas encore atteint la sortie. Le résultat, c'est que les toxines se logent ailleurs, dans le genou, ou même dans la gorge, ou dans la tête, et les douleurs reviennent encore plus fort. Dans cette vidéo, Franck explique comment laisser le corps finir le trajet jusqu'à la vraie détox. Mais ça Comment? Voilà. Alors, est-ce que déjà tu peux commencer par nous définir ce que c'est la détox? Alors, la détox, c'est un mot qui est devenu assez courant. C'est un nettoyage, on va dire ça comme ça. Même à ma génération, donc quand j'étais enfant, eh bien, on avait régulièrement des purges. Ma grand-mère en Polynésie nous donnait 21 graines de papaye à avaler tous les jours pendant 21 jours. C'était pour tuer les vers intestinaux. Quelquefois, elle nous demandait de boire de lait de coco, pas l'eau du coco, mais le lait de coco, on râpe le coco, on le presse, et le lait, on en buvait une certaine quantité, c'était aussi une purge très intéressante. En France, les gens mangeaient de l'ail cru, ils prenaient de l'huile de ricin. Sous les tropiques, on utilisait aussi l'huile de ricin pour faire des purges, mais en France, c'était beaucoup plus utilisé. Et donc, on se nettoyait l'intérieur comme on se nettoie l'extérieur. Parce qu'on prend sa douche tous les jours, de temps en temps on se fait un peeling, de temps en temps on se brosse tout le corps, etc. Comme les animaux, hein. Les animaux, si on les brosse pas, etc., il y a des petites bêtes qui s'installent sur leur poil. Ben, nous, c'est la même chose. Les cheveux, si on ne les entretient pas, si on n'entretient pas sa chevelure, on peut avoir des petits problèmes sur le cuir chevelu. Donc, c'est un nettoyage. Et il y a toutes sortes de moyens pour faire ce nettoyage. Il y a eu, je venais de dire, le nettoyage de l'âme, c'est-à-dire que dans les années 50-60, eh bien, les gens allaient, la France était très catholique, et les gens, toutes les fins de semaine, allaient dire tous leurs péchés au prêtre pour se faire pardonner. Puis quand ils n'en trouvaient plus, eh ben, ils disaient « j'ai payé péché par omission ». Ce qui faisait un peu sourire les prêtres parce qu'ils disaient le pauvre il ne sait plus quoi dire et donc il m'a dit ça. De la même façon, aujourd'hui, il y a des personnes qui abusent des cures de désintoxication. De détox, voilà. C'est comme ça qu'on dit désintoxication. Oui, c'est plus correct. Ah d'accord. Ils abusent de ces cures de désintoxication et du coup, ils arrivent à se perturber complètement. Moi, je vois des gens qui ne savent même plus manger correctement parce qu'ils passent d'une cure de désintoxication à une autre. Ils font un jeûne, après ça, ils vont manger que du cru, ensuite ils vont faire une cure d'argile, après ils vont faire une cure de sève de bouleau, etc. Enfin, ils vont accumuler. Je connais des gens qui font des cures pratiquement toute l'année, alors qu'une par saison est largement suffisante pour une personne normale, c'est-à-dire une personne qui n'a pas trop de surpoids, etc. Et c'est justement ce dont nous voulons parler là, c'est que les cures qui sont données dans tous les livres, par exemple la cure d'argile, 21 jours, la cure de sève de bouleau, 21 jours, le jeûne, une semaine par exemple, etc., des petits jeûnes de 3 jours par mois, toutes ces choses-là ont été calculées par des gens qui étaient déjà très sains, c'est-à-dire des gens qui étaient minces, qui déjà font très attention à leur alimentation. Donc, tout ça a été calculé pour ces gens-là. Ce qui fait que pour les personnes qui ont du surpoids, qui ne se sont pas occupées d'elles pendant des dizaines d'années, etc., quand elles font la cure exactement dans les conditions qui ont été définies, eh ben, la cure s'arrête trop tôt. Les toxines n'ont pas pu arriver complètement à l'estomac, à l'intestin, je veux dire, pour être expulsées ou au rein. Elles n'ont pas pu sortir par la peau éventuellement. Quelquefois, ça sort sous forme de petits boutons, etc. Tu m'avais parlé une anecdote. Déjà, tu me parlais que ça commence par les extrémités pour être dirigé de là. Voilà, et c'est facile à comprendre parce que quand on mange, ça rentre par l'intérieur, ça monte par l'estomac, le ventre, l'intestin, et ensuite ça va se répartir dans tout le corps. Donc quand on se fait
une détoxination, eh bien, on fait partir de l'extérieur, des extrémités, exactement, des pieds, des mains, de la tête, tout ce qui n'est pas bon pour nous, pour que ça aille vers l'intestin et que ça soit expulsé. Expulsé soit par les selles, c'est expulsé soit par les selles, par les urines ou par la transpiration. C'est pour ça que pendant des cures de désintoxication, on peut avoir une très mauvaise odeur corporelle. Et que c'est bien de transpirer, faire du sport ou Voilà. aller dans les saunas, hammams. Donc, c'est important à savoir. Et on peut avoir une très mauvaise haleine aussi, parce que ça sort de tous les côtés. Donc, ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand est-ce que je dois m'arrêter? Oui. Est-ce que À tu quel peux moment je dois me rater? Alors moi, j'ai vécu quelque chose de très simple. Quand j'avais 17 ans, j'ai eu la même année, c'était l'année de mon bac, que j'ai eu quand même, j'ai eu 2 méningites et une typhoïde. C'est beaucoup. Et tout ça touche beaucoup le cerveau. J'ai eu beaucoup de médicaments, de chimie contre les migraines, les maux de tête. Je dis une méningite, c'est terrible, Ouais, j'en ai eu 2. affreux. Ouais. Voilà. Et puis, la typhoïde touche aussi le cerveau. Et donc, quand je suis sortie de tout ça, les médecins m'ont dit, maintenant, plus jamais un comprimé contre les maux de tête. Plus jamais, jamais, ni aspirine, à l'époque, c'était aspirine et aspro. Hors de question. Aujourd'hui, ce serait peut-être Doliprane, je ne sais pas, je n'ai jamais acheté, alors j'imagine. Voilà. Et donc, quand j'ai découvert le bain dérivatif, alors, déjà pendant des années, de l'âge de 17 ans à l'âge de 31 ans, 32 ans, tous les mois, j'avais des maux de tête à se taper la tête contre les murs, des maux de tête aveuglants même, qui m'obligeaient à m'allonger au moment de mes règles. J'avais 2 jours, soit avant, soit après, où j'avais des migraines épouvantables. Et quand j'ai découvert le bain dérivatif, la première chose qui m'a intéressée, c'était mes maux de tête, précisément. J'ai fait le bain dérivatif suffisamment pour complètement éliminer les maux de tête. Et quand j'ai plus du tout eu de maux de tête, quand les mois se sont égrenés et que j'avais plus de maux de tête, j'étais très contente. J'ai arrêté le bain dérivatif. Sauf que des amis sont arrivés d'Espagne avec un fromage de chèvre au lait cru. Nous l'avons mangé ensemble. Eux n'ont rien eu. Mais moi, j'ai eu une fièvre afteuse épouvantable, c'est-à-dire des aftes dans toute la bouche. J'avais la bouche qui était une plaie. Je marchais comme une femme de 80 ans. J'en ai 83 maintenant, mais je ne marche pas comme ça. Et donc, vraiment, je me tenais à 2 mains à la rampe pour descendre un escalier de 6 marches. C'était terrible, terrible. J'ai réussi à sortir de cette fièvre afteuse au bout d'1 semaine de bain dérivatif intensif. Donc, j'ai réussi à en sortir. Mais il se trouve qu'un ami, à cette époque-là, qui connaissait le docteur Robert Masson, me raconte que Masson venait de faire 5 années d'études sur l'iridologie en Allemagne et qu'il était capable de voir les maladies qu'on avait eues. Et moi, qui suis très curieuse, je me suis dit, je vais aller poser une colle à ce médecin pour voir s'il voit vraiment, pour voir s'il voit juste. Donc, je ne vais pas lui raconter ce que j'ai eu, mais par contre, ça m'intéresse qu'il me dise, enfin, qu'il regarde dans mes yeux. Ce jour-là, il m'a dit, à mon grand étonnement, que mon fond d'œil est bleu, ce qui est vrai. J'ai le fond d'œil bleu, mais j'ai des taches brunes dessus. Et il a bien observé mes yeux et il m'a dit, c'est très bizarre parce que votre tête est bien dégagée, mais alors entre là et là, c'est-à-dire entre le bas du nez et le bas du cou, il y a un dépôt, il y a quelque chose, c'est encrassé. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est très étrange. Je dis parce que d'habitude, c'est l'ensemble qui est encrassé. Mais là, c'est vraiment là. On dit là, c'est très clair et là, c'est encrassé. Et je lui raconte que je venais d'avoir une fièvre afteuse. Il me dit, c'est bizarre parce que c'est très rare qu'un être humain ait une fièvre afteuse, puisque mes amis ne l'avaient pas eu non plus. Disons que je lui ai raconté que j'avais fait des bains dérivatifs et il connaissait les bains dérivatifs. Il m'a dit, c'est très simple. Louis Kuhn l'explique très bien. Vous avez fait descendre toute la chimie que vous aviez là-haut à cause des médicaments qu'on vous a donnés, mais ça s'est arrêté là. Et maintenant, vous allez avoir tous les problèmes rhinopharyngés, vous allez avoir que des problèmes à la bouche. Et effectivement, il a fallu que je reprenne les bains dérivatifs, mais alors il a fallu que j'y fasse longtemps parce qu'il m'a dit, si vous arrêtez là, si vous dégagez là, mais que vous ne dégagez pas ici, eh bien, ça sera la même chose, c'est les poumons. Il faut le faire suffisamment longtemps
pour que tout soit complètement nettoyé. Et là, j'ai compris qu'il fallait le faire pendant au moins 1 an ou 1 an et demi avant de tout nettoyer. Et ça, c'était quelque chose que Louis Kuhn expliquait déjà. Il disait que, par exemple, les personnes qui ont mal aux doigts, au tout début, ben, les douleurs des doigts partent très vite. Mais elles pourront avoir des problèmes au coude. C'est incroyable. Si elles s'arrêtent quand le coude ne fait plus mal, elles peuvent avoir mal à l'épaule ensuite. Parce que ça va petit à petit se déplacer pour aller jusqu'à l'intestin. Et ça marche aussi bien pour le jeûne, ça marche pour les cures où on ne mange que du cru, etc. Ça marche pour tout, parce que c'est parti de l'estomac et de l'intestin pour aller se répartir dans tout le corps. Et quand ça se dégage, quand ça s'en va, ça repart progressivement. Voilà. Et donc, on peut être très, très désagréablement surpris de découvrir que on fait des cures et puis on a d'autres maladies. Vous voyez, c'est tout simplement qu'on a encrassé d'autres parties du corps. C'est très, très important. Qu'on n'a pas nettoyé Voilà. complètement, qu'on n'a pas été au bout de la détox. Exactement. Et c'est pour ça que des choses qu'il faut faire sur la durée, moi, je vois par exemple des personnes qui ont beaucoup de déminéralisation. Je leur conseille de faire une cure de sel de bouleau sur la durée, faire des cures au moins 3 mois et puis les renouveler. En particulier avec la sève qui a été évoluée, c'est-à-dire qui a été conservée, mais qui a travaillé. Fermenté. Oui, le mot fermenté ne plaît pas aux Français, ça leur fait peur. Non, c'est bien. Mais, oui, mais c'est un peu comme c'est un lactofermenté en fait. Ouais. Donc les personnes qui ont beaucoup de déminéralisation peuvent avoir intérêt à manger beaucoup de lactofermenté. Vous voyez, et de la sève de bouleau en particulier, parce qu'elle est très intéressante. La sève de bouleau est très, très riche en silicium organique, très important pour nos cartilages, pour nos os, et qui détruit complètement tout l'aluminium qui nous rentre dans le corps, par l'eau, par les légumes, par énormément d'aliments et de choses que nous utilisons. Donc, c'est très important de comprendre qu'une cure, quand on n'est pas hyper mince et qu'on n'a pas l'habitude de manger bio en permanence, etc., c'est très court pour une personne qui a du surpoids, pour une personne qui s'est intoxiquée. Voilà, c'est beaucoup trop court. Et on parlait tout à l'heure, avant de tourner la vidéo, des personnes qui font les lavements. Tu dis que c'est pas forcément bien, les irritations coloniques et tout. Alors, les lavements, moi, je suis un peu comme Monsieur Passebec. Monsieur Passebec, qui est décédé maintenant, malheureusement, mais c'est un monsieur qui a fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses en vraie naturopathie. Eh bien, Monsieur Passebec disait, ne touchez pas à mes trous, je m'en occupe tout seul. Moi, je dis la même chose. Ne touchez pas à mon nez, à mes oreilles, etc. C'est moi qui m'en occupe, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Je n'ai jamais vu aucun animal s'introduire des trucs dans le nez, dans les oreilles, etc., etc. C'est quelque chose que je trouve contre nature. Pour moi, je l'assimile à une certaine chirurgie. C'est-à-dire que ça peut être utile à certaines personnes. Des personnes qui auraient les sinus très, très, très encombrés, par exemple, depuis longtemps, eh bien, utiliser le boc qui nettoie les sinus, qui fait rentrer de l'eau par le nez et ressortir par l'autre narine, pourquoi pas? Il y a l'acupuncture aussi. Quand on met les 2 aiguilles là, ça fait tout descendre. Voilà. Il y a aussi un autre moyen, c'est de plonger la tête dans une cuvette avec de l'eau salée, aussi d'aspirer par le nez, et ça vous nettoie tout d'une façon extraordinaire. Nous, quand j'étais enfant, on faisait ça dans la mer. Hein. On n'avait pas de rhume, jamais rien, parce que quand on allait dans la mer, on s'amusait justement à se nettoyer complètement tous les sinus en aspirant l'eau par le nez. Et on rejetait ensuite. Le lavement du côlon, par exemple, pour moi, c'est une forme de chirurgie. C'est très valable pour une personne qui a des années de constipation, des personnes qui ont beaucoup de surpoids, et qui, en même temps qu'elles sont en surpoids, sont très constipées. Ces personnes-là, ça peut les aider. Il n'y a pas de doute. Mais pas trop souvent. Une personne qui veut perdre du poids, qui a quelques kilos à perdre, c'est pas bon pour elle de faire un lavement? Alors, il y a d'autres manières de le faire plus
de façon plus naturelle, il y a par exemple la cure de Monsieur Shelton qui consiste toute une journée à ne manger que des figues séchées, des pruneaux, des abricots séchés, des choses comme ça, ne manger que des fruits séchés en ne buvant pas beaucoup. Et le lendemain, on ne mange que des agrumes. On mange des oranges, on mange des pamplemousses, on mange des choses comme ça. On reste pas loin des toilettes. Et ça permet, alors là, c'est mieux que le lavage du côlon parce que ça va impacter la totalité de l'intestin. Et ça va aller décrocher dans l'intestin des choses qui sont collées quelquefois depuis des dizaines d'années. Oui, dans les angles des intestins, là, Voilà. souvent, on a des choses qui sont collées et quand on boit de l'eau qui regonfle, qui libère des toxines Oui, et qui se rassèche, qui se regonfle, mais qui reste dans les coins souvent de Exactement. l'intestin ou collées à paroi comme le tartre des dents. voilà, exactement. Alors que quand on fait cette cure, mais alors il faut en manger suffisamment, il faut manger suffisamment des deux. Il ne faut pas avoir l'appétit coupé au bout de trois petites figues. Donc, il faut manger beaucoup, beaucoup de figues. Les figues sont particulièrement intéressantes quand elles sont très sèches, très dures. Les pruneaux secs, il faut vraiment qu'ils soient durs. Il ne faut pas prendre des pruneaux moelleux comme on fait beaucoup aujourd'hui. Il faut vraiment des pruneaux très secs. Si on n'en trouve pas, on prend des raisins bien secs, par exemple. Mais pas avec du sucre ou de l'huile, parce que des fois, ils rajoutent des oui, alors, conservateurs. des vrais raisins secs, bien secs, qui sont tous collés les uns aux autres tellement ils sont secs. Vous voyez. Donc là, c'est bon. Et ensuite, on mange que des oranges. C'est une cure qu'on peut faire maintenant. C'est une cure d'automne, ça. Parce que les fruits séchés, on commence à en avoir pas mal. Et on va avoir bientôt les oranges et tout ça. Donc, c'est une cure très intéressante. Boire de l'eau de coco, c'est aussi du lait de coco, je veux dire. Boire du lait de coco, c'est très très bien aussi parce que ça va toucher tout le tube digestif. Mais c'est pas gras. Oui, mais ça va juste traverser le tube digestif. D'accord. C'est pas un problème. Si on pourrait peut-être regarder un petit peu toutes les cures qui existent. Il y a la cure à l'huile de ricin, il y a la cure il y a l'huile d'olive. Il y a Clac. l'huile d'olive le matin à jeun. Oui. La cure d'huile d'olive, une cuillère à soupe le matin à jeun. L'huile d'olive, là, elle va purger complètement la vésicule biliaire. Et je peux vous dire que je ne suis pas spécialement grosse, hein. Non. Eh bien, je peux vous dire que j'avais au moins un volume comme ça, je n'exagère pas, de calcul biliaire. Je ne sais pas où ils se casaient, à quel endroit ils étaient, parce que finalement, c'est à l'intérieur du ventre. Parce que pendant 3 semaines, j'ai vu sortir des calculs biliaires. Les calculs biliaires sont faciles à reconnaître, parce que ça fait des petites boules un peu verdâtres. C'est pas très appétissant, mon truc, mais ça flotte. Oui, moi je les avais pris en photo. J'avais pris une espèce d'épuisette et j'avais pris en photo. Il y en a un, ça ressemblait à un œuf. Oui. Donc il y en a plein de petites boules. Voilà. Oui. Mais même moi, hein, pareil que France. Oui. Et pourtant, franchement, l'hygiène de vie. C'est très important de savoir ça parce que ces calculs comme ça, c'est intéressant de les éliminer régulièrement parce que si on ne les élimine pas régulièrement, ils peuvent finir par se coller entre eux. Et c'est là qu'on a des douleurs, parce qu'ils ne peuvent plus être éjectés. Alors, sachez quand même que si vous avez des calculs biliaires qui se sont agglomérés et que vous avez des douleurs à cause des coliques de calcul biliaire, eh bien, à ce moment-là, sachez que le bain dérivatif, et en plus, vous buvez de l'eau légèrement citronnée, en même pas 48 heures, vous éliminez, vous les fractionnez complètement et ils s'en vont. Pour les calculs biliaires, pour les calculs rénaux, qui eux sont cristallisés, c'est que c'est des petits cristaux, quand ils s'agglutinent entre eux, ils ne peuvent plus passer dans l'urètre. Et à ce moment-là, on a des douleurs terribles de calculs rénaux. Eh bien, je peux vous dire que je ne compte plus le nombre de personnes qui n'ont pas eu besoin d'opération, ni de calcul biliaire, ni de calcul rénaux, parce que le bain dérivatif, en faisant travailler le fascia autour de tous nos organes, va fractionner ces gros calculs. En fait, il va les désagglomérer et ils vont pouvoir partir dans les toilettes facilement. Donc, c'est important de bien comprendre que rien qu'avec le bain dérivatif, et si vous aidez en plus avec de l'eau citronnée, quand je parle d'eau citronnée, c'est un demi-petit citron pour 1 litre d'eau. Mais donc, c'est froid, c'est pas chaud. C'est froid, c'est pas chaud. Donc, c'est un demi-citron petit, d'un demi-petit citron pour 1 litre d'eau. C'est important, c'est très dilué.
Et c'est amplement suffisant. Et surtout pas le citron dans un verre, et alors glacé, n'en parlons même pas. Ouais, non, Là, vous éclatez l'émail des dents à grande vitesse. Hein. Et ça vous permet de purger régulièrement les calculs rénaux, les calculs biliaires, parce qu'on en a tous, sans le savoir. Oui. On en a tous parce qu'on ne mange pas très bien. Si on mangeait parfaitement, on n'aurait pas. Mais comme on ne mange pas très bien, on a tous des calculs rénaux et des calculs biliaires. Voilà. Tout le monde ne les agglutine pas. Mais qu'est-ce que tu Il y a penses toujours le risque. Donc ça, tu nous as donné des bonnes informations pour pouvoir faire les détox d'une certaine manière. Et qu'est-ce que tu penses de la détox à l'huile de ricin pour nettoyer le foie, les choses comme ça? Alors, l'huile de ricin ne nettoie pas mieux le foie que l'huile d'olive, il faut le savoir. Et je la trouve tellement plus désagréable que je préfère l'huile d'olive. Oui. Voilà. L'huile de ricin, sous les tropiques, on l'utilise quand on manque d'autres huiles. Mais quand on a d'autres huiles, l'huile de ricin, on l'utilise sous les tropiques beaucoup plus pour épaissir les sourcils ou les cils, pour les cheveux, avant de se laver les cheveux, par exemple. Ou bien si on doit rester longtemps dans l'eau pour pêcher et qu'on a les cheveux très longtemps dans l'eau de mer, eh bien, on huile bien les cheveux avant, de manière à ce que la mer ne les déminéralise pas. Parce que par osmose, la mer, elle est gourmande et elle fatigue un peu les cheveux. Alors que si on leur met de l'huile comme il faut, il n'y a aucun problème. Tu sais que c'est marrant parce que je le faisais. Hein. Je mettais de l'huile, peu importe l'huile que je trouvais. Hein. Je prenais ce qu'il y avait dans le placard d'une maison de vacances et je mettais toujours avant d'aller me baigner. C'est très important. Parce que j'ai les cheveux tellement secs que je voulais trouver un moyen. Après, je ne savais pas que ça se faisait, mais j'avais des bons résultats. Bien sûr, mais moi, quand je naviguais, j'avais toujours, je graissais mes cheveux tous les jours. Hein. Ah oui, parce que sinon, on abîme complètement ses cheveux. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre détox? Donc, il y a les bains dérivatifs, il y a l'huile d'olive, il y a celle que tu as. Il y a le jeûne aussi. Oui, le jeûne. Alors, le jeûne, je ne parle pas des longs jeûnes, mais des petits jeûnes. Les longs jeûnes, il vaut mieux être accompagné parce qu'il faut bien descendre vers le jeûne. La descente changer son alimentation pendant une semaine jusqu'au moment où on jeûne. Et ensuite, il faut, quand on va remonter après le jeûne, il faut autant de jours pour remonter qu'on a mis pour jeûner. Donc, on ne peut pas se permettre de manger de la même façon qu'avant, du jour au lendemain, en sortant d'un jeûne, c'est dangereux, c'est même très dangereux. En Polynésie, ils ont institué au niveau national, j'ai trouvé ça génial, ils ont institué que tout le monde jeûnait 3 jours par mois. Et ils le font tous en même temps, comme ça les encourage, parce qu'ils se tiennent le moral, ils vont pas s'inviter à dîner, à déjeuner ce jour-là. C'est tous les gens en même temps, dans chaque village, qui ne mangent pas pendant 3 jours, ils boivent de l'eau, et puis voilà. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes malades ne le font pas, évidemment. Mais toutes les personnes en bonne forme le font, et ça a permis de diminuer de façon considérable le diabète. Ça a permis de diminuer l'obésité. C'est très intéressant. On a vraiment, et puis c'est meilleur pour les performances scolaires et intellectuelles dans son travail. Donc, 3 jours par mois, c'est une très très bonne idée. Il y a une autre méthode qui consiste à avoir 1 jour par semaine où on ne mange pas, on ne boit que de l'eau. Ça, la plupart des religions et puis les yogis, etc., le conseillent. Alors là, à vous de choisir le jour qui vous convient le mieux, mais il est très important que ce soit toujours le même jour. On peut faire une entorse une fois de temps en temps, mais de temps en temps, c'est une fois tous les 3 mois, mais pas toutes les semaines. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin de savoir quand il va manger. Si votre jour de jeûne change régulièrement, si un jour c'est le lundi, l'autre la semaine suivante c'est le mercredi, etc., le cerveau ne sait plus quand il est sûr d'être ravitaillé, et là, il a en général une seule solution, il va tout garder. C'est-à-dire que vous allez grossir. Ouais, ça, il faut le savoir. Très important que ce soit toujours le même jour. C'est pour ça que les religions, elles ont un jour précis. Alors, chez les religions issues de la Bible, en général, c'est le vendredi. C'est le jour où on ne mange rien. Sachez quand même que chez les chrétiens, à l'origine, on ne mangeait rien du tout le vendredi. Ensuite, on buvait de l'eau. Et puis, petit à petit, on a dit, mais les légumes, c'est de l'eau.
Alors, on a mangé les légumes, et puis un jour, des petits moines gourmands ont dit, oh, mais le poisson, ça vit dans l'eau, donc c'est de l'eau. Et on a rajouté le poisson. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que les chrétiens se sont retrouvés avec des repas tout à fait normaux, avec le poisson le vendredi. Voilà. J'ai une autre question. Ça, c'est une très bonne chose de choisir un jour. Moi, mon meilleur jour, c'est le lundi, parce que le week-end, j'ai fait la fête. Et donc, le lundi, c'est un jour en général où c'est pas le jour des invitations, c'est un jour où on reprend le travail. Je trouve que c'est un très bon jour pour ne rien manger le lundi. Donc, un petit conseil d'amis, pensez au lundi. Les signes physiques ou émotionnels qui vont indiquer que le corps est encore en train de drainer, ce serait quoi? Ah oui, qui en a besoin. Alors, qui en a besoin, mais ceux qui se font une détox déjà. Oui. Les deux questions. Oui, voilà. Oui, parce qu'en fait, la question, quand est-ce que je peux, comment je peux comprendre si je dois continuer, oui, c'était ça. Si je dois pas m'arrêter ou bien si je dois faire des cures aussi. Voilà. Eh bien, des signes très simples. La fatigue. Quand on est fatigué tous les matins, que tous les matins on se réveille vraiment pas en bonne forme, etc., c'est qu'on a besoin d'une détoxination. Quand on a des maux de tête régulièrement, c'est qu'on a besoin de se détoxiner. Quand on a des douleurs dans les articulations, des douleurs dans les mains, dans les pieds, c'est qu'on a besoin de se détoxiner. C'est certain. Si on se sent lourd après les repas, là aussi, c'est que soit les repas sont à refaire complètement, soit il faut se détoxiner. Parce que si en mangeant normalement, on est fatigué après les repas, c'est pas un bon signe. Voyez. Donc ça, voilà, c'est important. Quand on est en cure de détoxination et qu'on a fini le temps qu'on nous a dit, 20 jours par exemple, ou une semaine, et qu'on a encore le nez qui coule, on a encore des moments un peu de fatigue et choses comme ça, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer jusqu'à ce que le nez ne coule plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de manifestations comme ça. Si on a une transpiration qui sent mauvais, il vaut mieux continuer jusqu'à ce qu'elle sente bon. Vous voyez? Donc, c'est ça les bons indices. Quand on n'a pas le moral, quand on a une déprime saisonnière, ce qui arrive souvent en hiver, par exemple, par manque de soleil, eh bien, il faut aussi penser à la détoxination. Moi, dans ces cas-là, je mange tout cru. Je mange que du cru pendant une semaine, 2 semaines. Moi, mes cures de cru, je les fais en hiver. Alors, ça étonne toujours, on me dit, oh, mais il fait froid. Il fait froid, mais ça n'empêche pas de boire des boissons chaudes. Donc, et ça donne beaucoup plus d'énergie de manger cru en hiver. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui paniquent quand les symptômes s'intensifient. Oui. Alors, par exemple, quand on commence le bain dérivatif, on peut tout d'un coup avoir la peau couverte de plein de tout petits boutons. Très, très fins, des granulés, en laissant sous les doigts. Et c'est vraiment inquiétant parce que on se demande, on n'avait jamais eu de boutons, puis tout d'un coup, on en a plein partout. Et il faut accentuer. Il faut accentuer pour que ça sorte plus vite. Ça ne va pas faire des gros boutons, hein, ça ne va pas faire des furoncles, mais ça va permettre d'éliminer plus rapidement. C'est pareil avec une cure d'eau argileuse. Quelquefois, on a aussi le nez qui se met à couler ou bien on a des boutons qui sortent parce que quand on est un peu surchargé, ça sort par tous les côtés. Eh bien, ça veut dire qu'il faut continuer. Une bonne raison aussi pour faire une cure d'eau argileuse, c'est quand on commence à avoir des petits boutons. Si on commence à avoir des petits boutons… Tu dis de l'eau argileuse, c'est-à-dire qu'on ne boit pas l'argile? On ne boit pas l'argile. On met une cuillère à café d'argile en poudre surfine dans un verre d'eau. Ouais. On remue, on laisse reposer toute la nuit et on ne boit que l'eau. Mais pourquoi? Je croyais que c'était un mythe, ça. Alors, ce n'est pas un mythe. Il y a une suspension qui reste dans l'eau et qui est la partie la plus efficace. Donc, qui est très intéressante. On avait fait ça 2 fois avec un médecin. Une personne on lui avait pris du sang au bout du doigt, on a fait une plaque, on a regardé la vitesse de coagulation, la couleur du sang qui était très sombre, vraiment très très sombre, et on lui a fait 21 jours d'argile, simplement l'eau, pas l'argile elle-même. Hein. Et donc, on lui a fait 21 jours, on a refait une prise de sang
Elle n'avait pas changé d'alimentation, rien du tout. Le sang était joli, il était clair, il coagulait bien correctement, il était vraiment très, très bien. Ça nettoie le sang de façon extraordinaire. Dans les campagnes, autrefois, tous les gens avaient un puits avec l'eau d'argile et ils avaient la source. Et ils suivaient leurs envies. C'est-à-dire que par commodité, la source était souvent à 1 kilomètre, 2 kilomètres, tandis que le puits, il était dans la ferme. Donc, ils buvaient l'eau du puits qu'ils trouvaient très bonne. Quand ils commençaient à aller dans les champs pour préparer les terres pour le printemps, ils passaient près de la source, ils goûtaient l'eau de la source. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne! Donc, ils prenaient leur cruche et puis ils rapportaient de l'eau de la source et ils buvaient l'eau de la source pendant un certain temps. Puis un jour, ils avaient une grosse paresse et ils n'avaient pas pris la cruche. Ils regoûtaient l'eau du puits, ils la trouvaient délicieuse. Et quand il la trouvait moins bonne, il disait oh, ben c'est parce qu'il n'a pas plu ou parce qu'il a trop plu. Ou... Enfin, il trouvait toutes sortes de raisons. En réalité, ils alternaient de façon extrêmement intelligente l'eau de source et l'eau d'argile. Donc, eux, ils ne comptaient pas le nombre de jours. Ils pouvaient boire de l'eau d'argile pendant 3 mois, 6 mois, il n'y a aucun problème. Pourquoi on dit 21 jours aujourd'hui? Parce que c'est le ministère de la Santé qui exige que lorsque quelque chose est décrété curatif, il y a obligatoirement une posologie, c'est-à-dire un temps et une quantité à respecter. Donc, c'est pour cette raison qu'on a parlé des 21 jours. Voilà. Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais respecté les 21 jours. Régulièrement, je me mets 2 bouteilles d'eau, des bouteilles d'1 litre, avec à peu près 1 centimètre d'argile en poudre surfine au fond de chaque bouteille. Je remplis d'eau, je secoue, je laisse reposer. Et j'ai par ailleurs de l'eau de source et je goûte l'eau l'une et l'autre et je vais vers celle qui me fait envie. Et il y a des moments où je n'ai envie que d'eau d'argile, puis il y a d'autres moments où je n'ai envie que d'eau de source. Ça se régule tout seul très, très bien. D'accord. Par exemple, une personne qui est pressée et qui va boire l'eau et l'argile sans laisser poser, sans rien faire. Ça va bien. On peut le faire, mais ce n'est pas forcément le plus avantageux pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont de tels encombrements que la poudre, l'argile peut être quelque chose qui va bloquer un petit peu, va les constiper, va faire des blocages à l'intérieur avec les grands gras, etc. Donc c'est un petit peu plus puissant ou c'est juste l'argile en elle-même? Ça s'utilise, enfin moi, dans la tradition ancienne, ça s'utilise différemment. Si par exemple j'ai une cystite violente et que je suis loin de toute aide médicale, j'ai de l'argile, bien là, je vais me mettre de l'argile, je vais mettre 2 cuillères à café, je vais remuer, je vais boire tout. Je ne vais pas gratter le fond parce qu'il y a toujours un dépôt un peu lourd au fond. Je ne vais pas gratter le fond, mais je vais boire tout ce qui est en suspension. Je vais recommencer une demi-heure plus tard. Toutes les demi-heures, je vais faire ça pendant 2 heures à peu près. Normalement, au bout de 2 heures, tout est fini parce que ça va aller complètement absorber tout ce qui est dans la vessie. Et ensuite, je ne vais pas manger pendant 24 heures, je vais boire que de l'eau. Tout le lendemain, je vais boire de l'eau, jusqu'à ce que je vois sortir l'argile dans les toilettes. Et là, je sais que tout a été parfaitement nettoyé, drainé. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est très intéressant, ça fonctionne très, très bien. Intoxication alimentaire. Une de mes filles, un jour, on était parti de Paris, on allait en Espagne, on avait 1600 km. On s'arrête en route, elle avait très faim, on achète un sandwich, elle a une diarrhée épouvantable, intoxication alimentaire. On s'arrête à 2 heures du matin à l'hôpital de Cahors, c'était sur notre chemin. L'hôpital ne trouve rien, à part lui donner des comprimés, on ne savait pas tout ce qu'il y avait dedans. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné, avant, on a gardé les comprimés, pour le cas où, mais je lui ai donné de l'eau d'argile. Ça a arrêté dans les 2 heures qui ont suivi. Voilà. Donc, c'était beaucoup mieux et elle n'a pas pris de produits chimiques. Par contre, le lendemain, elle n'a pas mangé, elle a bu de l'eau toute la journée, beaucoup, beaucoup. Et quand tout a été expulsé, eh ben, elle s'est remise à manger normalement. Si elle avait eu très faim, je lui aurais donné des oranges, je lui aurais donné des fruits bien aqueux pour que ça aide à être expulsé, c'est tout. Ok. Oui. Et est-ce que tu penses que certaines personnes qui auraient des émotions refoulées, ça pourrait aussi bloquer le trajet d'élimination?
Ça, c'est tout à fait possible. Et alors, particulièrement, ça se constate avec le bain dérivatif. Ce n'est pas que le bain dérivatif fasse plus que le reste, mais c'est que la manière dont travaille le bain dérivatif avec les fascias étant très progressive, on a le temps de s'en apercevoir. Quand on a eu un stress très, très violent, ça peut être des coups qu'on a reçus, physiques, ou ça peut être psychologique. Eh bien, dans les deux cas, le corps se contracte. Et quand il se contracte, eh bien, il contracte les fascias qui sont autour des muscles. Et s'il y a du mauvais gras dans le fascia, ça va faire des toutes petites bulles de gras qu'on appelle lipomes, qui peuvent devenir plus gros, qu'on appelle lipomes. C'est des boules de gras. Ces boules de gras, elles deviennent des lieux d'amoncellement. C'est-à-dire que quand ensuite le gras circule dans notre fascia, chaque fois qu'il heurte ces petites boules, il va laisser un petit peu de gras. Et la boule, peu à peu, va grossir. C'est exactement le même phénomène pour ceux qui connaissent la mer avec un fond de sable. Si on pose un caillou, eh ben, au bout d'un an, on aura une île. Parce que le sable va s'accumuler petit à petit autour de la boule et puis ça va monter, monter, monter. Voilà. Eh bien, c'est exactement le même phénomène. Ces petites boules sont des endroits où, quand on bouge, etc., il y a des sensations dont on n'est pas très conscient, mais notre inconscient les perçoit. Donc, si vous avez eu des émotions, un très gros stress ou une dépression, et que vous avez créé des petites boules comme ça à certains endroits du corps, qui sont toujours là, qui ne sont pas parties, parce qu'elles ne partent pas toutes seules, eh bien, là, ce sont ces petites boules qui peuvent plus tard grossir et devenir des boules, devenir des tumeurs bénignes et ensuite des tumeurs cancéreuses. C'est comme ça que se forment les tumeurs. C'est exactement comme ça. C'est pour ça qu'on peut mettre en relation les cancers avec les émotions. C'est parfaitement logique. Et quand vous faites le bain dérivatif et que vous vous arrêtez à un moment donné, ben, vous faites partir, par exemple, des boules qui étaient peut-être au niveau de la main, elles vont s'arrêter au bras. Vous vous en rendez pas compte parce que c'est tout petit, ça se voit pas. Mais c'est quand vous allez avoir quelque chose qui fait bouger cette partie du corps, que peut-être en soulevant quelque chose, quelquefois, eh bien, vous allez éprouver de nouveau l'émotion que vous aviez eue quand la boule s'est formée là. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez déplacé le lieu de l'émotion. Et c'est le travail que font les fasciathérapeutes. Quand vous avez des émotions, eux, ils trouvent à quel endroit le fascia s'est crispé. Ils vous décrispent le fascia à cet endroit-là. Mais la chose peut partir ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils vont vous faire revenir pour d'autres séances, pour petit à petit déplacer jusqu'à ce que ça aille jusqu'à l'intestin. Et c'est pas toujours facile parce que quelquefois, c'est à l'intérieur. Et donc, c'est pas toujours facile à trouver ni à détendre. C'est le même travail que fait l'acupuncture. L'acupuncture, si vous voulez le voir visuellement, vous regardez le film d'Arte, Nos alliés cachés, les fascias. Et là, on vous montre bien comment travaille l'acupuncture. Sur un fascia contracté, on met des aiguilles et le fascia se détend. C'est exactement le même type de travail. Mais pour pouvoir le détendre complètement, il va falloir mettre beaucoup d'aiguilles et puis il va falloir recommencer les séances. Et c'est pour ça qu'en acupuncture, ils ont des, je ne sais pas si des nerfs, circuits, tu parles? Oui, ils ont des circuits, ils connaissent les circuits et ils savent trouver, par exemple, sur le bras, quelque chose qui va toucher l'intestin, parce qu'ils ne peuvent pas aller mettre une aiguille sur l'intestin. Donc, ils connaissent les points de correspondance entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est pour ça qu'ils vont sur des points précis, parce qu'ils savent quelle partie du fascia ils vont toucher. Quand vous faites le bain dérivatif, vous touchez tout. Vous agissez sur la totalité du fascia, partout, dehors, partout. Je voudrais juste, parce que quand des fois je reçois des messages sous les vidéos, j'ai des questions. En fait, tout est dans le livre. Bien sûr, je répondrai aux questions, on répondra aux questions. Mais il faut savoir que tout est dans le livre. Quand vous avez des symptômes ou quand vous nous demandez si c'est valable pour telle ou telle chose, oui, c'est valable pour tout. Voilà. Et juste une question, est-ce qu'on peut faire le bain dérivatif, du coup, excuse-moi,
quand on a le cancer et quand on fait de la chimio. C'est même recommandé. Si vous allez sur ma page Facebook ou sur mon profil Facebook qui est France Guillain, et la page Facebook c'est Méthode France Guillain, vous remontez au mois de janvier 2017 et vous trouverez là le nom d'un professeur de cancérologie de Villejuif qui pendant 15 ans a pris des notes sur les effets de ma méthode sur les cancers, les chimios, etc. Et puis sur les suites de cancer, les métastases et tout ça. Eh bien, elle a trouvé de tels résultats positifs. Les gens ne vomissent pas, ils ne perdent pas leurs cheveux, les métastases sont très rares. Est-ce qu'ils ont encore la nausée avec ou pas? Ça enlève tous les symptômes désagréables. Mais par contre, il faut manger comme ce que je dis et pas comme dit l'hôpital. Parce que l'hôpital, en fait, c'est pas méchant ma critique de l'hôpital, c'est que l'hôpital vous donne tout ce qu'il faut pour pas avoir de diarrhée, pour pas avoir pour pas être constipé, etc., etc. Et en plus des médicaments pour aller avec ça. En réalité, alors vous pouvez garder tout ça sous la main, c'est pas un problème, mais si vous mangez comme la méthode, que vous faites le bain dérivatif, etc., vous n'aurez aucun problème. Et alors, en plus, cerise sur le gâteau, vous n'aurez pas de problème de plaquettes, vous n'aurez pas de problème de globules blancs, vous n'aurez pas de problème de fibrillation autour des organes. Alors ça vraiment, moi j'ai tout un dossier de l'hôpital Pompidou à Paris pour un cousin. On a absolument tout, c'est extraordinaire. Ils n'ont jamais compris il a eu 2 chimios de 6 semaines, opéré une fois, 5 heures d'opération. Il n'a jamais eu aucun des problèmes de ce genre, parce que, et c'est un monsieur de 65 ans, parce qu'il n'a jamais arrêté la méthode. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant 7 ans, il a eu ce cancer avant le Covid. C'était un cancer de quoi? Un cancer du rectum. En fin 2019, il s'est fait faire 3 injections de 2020. Ouais. Il aurait dû avoir des problèmes, il n'en a eu aucun. Parce qu'il a fait les bains Parce qu'il n'a jamais arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, il fait tout. Oui, Jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, il fait les bains dérivatifs. Tous les jours, il fait le Niamofri de Manu 5 de son jardin. Il met au minimum 2 heures d'argile sur le bas du ventre. Tous les jours, depuis des années. Et tous les jours, il prend l'huile Onfacine, l'huile d'olive qui est sur ma page Facebook, parce qu'il tue les cellules cancéreuses. C'est absolument officiellement démontré. Et vous avez tous les résultats de l'étude qui a été faite sur Kindle. C'est gratuit à charger. Et il prend de l'eau de coco vert tous les jours. Ça remplace la sève de bouleau. L'eau de coco ou l'eau de coco, pas le lait? L'eau de coco vert, on y a très peu en France, on en trouve dans des magasins bio maintenant, mais en France, on ne peut pas prendre ça parce que ça ferait trop cher. La sève de bouleau, ça va très bien. La sève de bouleau, en fait, si vous la prenez quand elle est évoluée, fermentée, elle vous dure 6 semaines au lieu de 3 semaines, parce qu'on en prend moitié moins. D'accord. Et on rajoute un peu d'eau, parce qu'elle est beaucoup plus concentrée. Donc, ça fait quand même des cures un peu plus acceptables au niveau du prix. Ça nous fait à peu près 70 € pour 6 semaines. Voilà, c'est important d'avoir une idée des prix. L'huile Onfacine, 75 € pour 9 semaines. 9 semaines, ça fait quand même 2 mois et quelques. D'accord. Donc, j'aime bien que vous sachiez les prix parce qu'il faut pouvoir s'organiser. Il vaut mieux connaître les prix. Vous voyez, la cure d'huile d'olive, elle vous fait une peau et des cheveux magnifiques. Il n'y a pas que quand on a un chien et que son poil est un peu triste, on lui donne de l'huile d'olive. Très très bien l'huile d'olive pour la peau et puis pour l'intérieur. Tout. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à la détox qu'on pourrait terminer trop tôt? Ou est-ce qu'on a Non, c'est bon. Je pense qu'on a super. Mais merci beaucoup, France. Il n'y a pas de peur. Et les amis, on vous embrasse très fort. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien oui, et moi je vous embrasse aussi et je vous remercie tous parce que c'est grâce à vous tous que moi aussi je fais tout ça. Je peux vraiment vous dire merci. Si je suis en bonne forme, c'est grâce à vous. Je ne pourrais pas vous dire tout ça si je ne le faisais pas moi-même. Vous voyez, j'aurais trop honte, c'est pas possible. Parce qu'en plus, je n'ai pas toujours été comme ça. Sachez que quand j'avais 15 ans, j'avais 20 kilos de trop. C'est pas par hasard que j'ai eu 2 méningites, une typhoïde à l'âge de 17 ans. Hein. C'est parce que j'avais vécu à Tahiti où j'étais très bien, j'étais mince et tout, parce que je mangeais correctement. Je me suis retrouvée dans le Jura avec que des repas cuits
plus de crudité. Et puis alors, des pommes de terre tous les jours. Moi, j'avais presque jamais mangé de pommes de terre. Pas de crudité. Enfin, la crudité, c'était 2 feuilles de salade. Des produits laitiers dans tous les plats, on peut dire. C'est plus que tous les repas, mais il y avait du fromage, du lait, des tas de choses comme ça partout. Le matin, un petit déjeuner, moi qui avais eu l'habitude de manger des fruits avec du lait de coco, avec des graines et tout ça, c'était mon petit déjeuner. Et ben, dans le Jura, c'était des tartines de pain blanc bien épaisses avec du beurre, de la confiture, du chocolat au lait. Vous imaginez? J'ai pris 20 kilos en l'espace d'un an. Et puis j'ai eu toutes les maladies de l'enfance. J'ai eu toutes les maladies que j'avais jamais eues. La rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, j'ai tout eu. Et à 17 ans, j'ai terminé en beauté avec les 2 méningites et le typhoïde. Vous voyez, donc, j'ai pas toujours été comme ça, c'est pas de naissance. J'ai été rachitique beaucoup d'années parce que c'était la guerre quand je suis née, donc on était très mal nourris. Dans ma vie, il m'est arrivé pendant 4 ans, 5 ans de ne pas faire la méthode parce que depuis que je la connais, et tous les jours me répéter demain je recommence, demain je recommence, demain je recommence, parce que le plus difficile, c'est s'occuper de soi. S'occuper des autres, c'est très gratifiant, on est super content quand on voit les autres qui vont bien. Mais s'occuper de soi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors ne vous flagellez pas si vous avez du mal à vous occuper de vous. C'est normal, c'est naturel. Et on a besoin de s'aider les uns les autres pour se soutenir le moral et pour arriver à fonctionner correctement. D'ailleurs, j'ai ma fille Aimata, celle qui a fait le livre de cuisine avec moi, qui est en train de créer des groupes de soutien. C'est-à-dire des gens qui vont échanger entre eux. Moi, j'ai réussi à faire le meilleur fruit pendant 3 jours, et puis moi, j'ai réussi à faire le vin dérivatif, etc. Donc, vous allez voir ça bientôt sur Internet, ça sera très sympa. On a vraiment besoin de se soutenir. Exactement. Et même ce genre de vidéo, c'est un soutien pour vous que France vient partager. Et vous êtes un soutien pour moi. Voilà. Donc, je vous dis merci à tous. Les amis, on vous embrasse très très fort. À bientôt pour une prochaine vidéo.